en ce qui concerne les chevaux de Troie. Alors, un cheval de Troie est un programme simple, composé de deux parties, un module serveur et un module client, un peu comme un RAT. Le module serveur installé dans l'ordinateur de la victime donne discrètement à l'attaquant accès à tout ou partie de ses ressources, qui en dispose via le réseau, en général, et ce grâce à un module client. Alors, le module serveur est un programme qui est dissimulé dans un autre programme en apparence anodin et attractif. Et une seule exécution de ce programme suffit à installer le module serveur sur la machine de la victime. Ensuite, le module client, une fois installé dans la machine de l'attaquant, recherche sur le réseau, à l'aide de ping, les machines ayant été infectées par le module serveur, puis en prend le contrôle lorsqu'il a obtenu en retour l'adresse IP et le port TCP ou UDP des machines accessibles. Alors on peut faire quelques remarques. Tout d'abord, ces logiciels sont détectés de manière inégale, comme c'est le cas pour les bombes logiques, et c'est là qu'interviennent les pare-feux pour le filtrage des ports. Ensuite, les leurres, donc les fausses bannières de connexion, ainsi que les espions de clavier, les keyloggers, ne sont que des cas particuliers de chevaux de Troie. En effet, les chevaux de Troie sont le plus souvent utilisés pour camoufler des programmes malveillants, backdoors, bombes logiques, keyloggers, spyware, ou autres outils permettant de prendre le contrôle du système ou d'obtenir des informations réputées confidentielles. Alors, afin de conclure, notons que l'action offensive d'un cheval de Troie consiste pratiquement toujours à récupérer une ou plusieurs informations et s'effectue passivement par analyse. Donc c'est le sniffing des paquets IP transitant par le réseau ou envoi à des adresses fixées. Nous allons maintenant passer à la pratique concernant les chevaux de Troie. Donc nous allons réaliser ici un exemple de cheval de Troie. La victime sera une machine Windows 10 sur laquelle nous installerons le module serveur programmé en C. Alors nous programmons ce module serveur sur Atom sur ma machine hôte. Alors, je vous explique pourquoi en fait on va programmer ce module serveur sur ma machine hôte. C'est tout simplement pour plus de facilité, parce qu'effectivement, vous connaissez probablement les problèmes des claviers Apple. Puis, nous transmettrons donc notre fichier serveur.c sur notre machine cible afin de la compiler à l'aide de Visual Studio. Alors, ce sera Community 2022. Donc, vous pouvez déjà, dès lors, créer un fichier serveur.c. Alors, je vous laisse prendre le temps ou mettre sur pause. Ensuite, sur notre machine attaquante, nous aurons le module client, si vous vous souvenez bien, qui lui sera programmé en Python. Alors, nous utiliserons une machine virtuelle avec un OS, donc un Operating System, système d'exploitation Kali Linux, basé sur un OS Debian. Effectivement, il faut le savoir, Kali Linux est basé sur du Debian. C'est juste qu'effectivement, il rajoute beaucoup d'outils à l'installation pour faire des choses en rapport avec tout ce qui va être la cybersécurité. Alors, nous verrons qu'une fois le module serveur installé dans la machine cible, donc la machine Windows, et le module client installé dans notre machine attaquante, qui sera donc notre machine Kali Linux, alors il y aura connexion entre le module client et le module serveur. Donc, le module serveur à la machine ayant été infectée par le module serveur. Alors, pour ce faire, nous utiliserons les connexions TCP. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire un rappel sur les protocoles TCP? Je pense que cela peut être intéressant pour tout le monde, même pour les plus érudits d'entre vous. Alors, TCP, qui veut dire Transmission Control Protocol, pardon, est un protocole de transport fiable, en mode connecté. On dit en mode connecté. Alors, dans le modèle Internet, il est aussi appelé TCP/IP, et TCP est situé au-dessus de IP. Dans le modèle OSI, il correspond à la couche transport, l'intermédiaire de la couche réseau et de la couche session. Les applications vont transmettre des flux de données sur une connexion réseau, et TCP va
découper le flux d'octets en segments dont la taille dépend de la MTU, du réseau sous-jacent, c'est-à-dire la couche liaison de données. Alors, qu'est-ce que le MTU? C'est le Maximum Transmission Unit. Donc, effectivement, pour rappel, lors d'une transmission de données informatique, le Maximum Transmission Unit, MTU, c'est la taille maximale d'un paquet pouvant être transmis en une seule fois, sans être fragmenté, sans fragmentation sur une interface. Par exemple, pour l'IPv4, le MTU minimal est de 68 octets, et pour l'IPv6, dont on ne servira pas, le MTU minimal, par défaut, vaut 1280 octets. Et enfin, pour finir ce rappel, je précise qu'une session TCP fonctionne en 3 phases, ce qu'on appelle le free end checking, donc 3 poignées de main. On a donc tout d'abord l'établissement de la connexion, puis les transferts de données, et enfin la fin de la connexion. Comme je l'ai dit, l'établissement de la connexion se fait par un end checking en 3 temps. Alors ceci étant dit, commençons par la programmation de la partie serveur, ce sera l'objet de cette vidéo, et la vidéo suivante s'occupera de la programmation du client.py. Alors avant tout, je noterai pour les plus spécialistes d'entre vous que nous allons utiliser le langage C. Mais peut-être que effectivement les plus spécialistes auront des remarques et nous diront qu'on aurait dû préférer le C++ et notamment std string afin d'éviter les éventuels buffer overflow. Buffer overflow, donc débordement de mémoire tampon, que, eh bien, vous le verrez, nous aurons l'occasion d'étudier et même d'exploiter. Car effectivement, la mémoire pourrait être mieux gérée ici, vous allez le voir. Mais cela, en fait, n'a que très peu d'importance, puisque, rappelez-vous, nous sommes les attaquants et c'est nous qui allons installer, normalement disséminer ce programme malveillant, qui est le module serveur, dans la machine victime. Et d'ailleurs, je précise que lors de l'infection, lorsque nous attaquerons la virologie informatique et que nous ferons l'infection par entrelacement de code, nous utiliserons le langage C++, car il nous faudra exploiter les entêtes PE, donc Portable Executable, des binaires Windows, avec une certaine précision. Notamment pour jouer avec les RVA, les Relative Virtual Address. Et nous verrons ça en temps voulu. Alors, nous allons avoir besoin des sockets pour la communication. Alors, qu'est-ce que socket? Alors, pour rappel, dans le contexte des logiciels, les sockets, en fait, on peut les traduire par connecteur réseau ou interface de connexion. Un socket, c'est un élément logiciel qui est aujourd'hui répandu dans la plupart des systèmes d'exploitation. Il s'agit d'une interface logicielle avec les services du système d'exploitation, grâce à laquelle un développeur, par exemple, exploitera facilement et de manière uniforme, si ce n'est universelle, les services d'un protocole réseau. Ainsi, notre développeur, il lui sera, par exemple, aisé d'établir une session TCP, puis de recevoir et d'expédier des données grâce à elle. Cela, en fait, va simplifier sa tâche, car cette couche logicielle, car c'est bien une couche logicielle, de laquelle il requiert des services en appelant des fonctions, va masquer le travail nécessaire de gestion du réseau, prise en charge par le système. Donc c'est prise en charge par le système. Alors, le terme socket désigne en pratique chaque variable employée dans un programme afin de gérer l'une des sessions. Alors, maintenant que ce rappel est fait, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous avons besoin des sockets pour la communication et nous utiliserons donc la librairie suivante, donc ws2_32.lib, afin d'éviter les erreurs de linkage lors du build de notre programme. Le build, c'est-à-dire lors de la compilation. C'est pourquoi on va faire un pragma comment. Donc j'espère que cette fois-ci c'est bon
pour la visibilité, car je sais qu'il y a eu des remarques sur la visibilité du code WS2, c'est WinSocket 2, 32, donc 32 bits, .lib pour la librairie. Voilà qui est fait. Alors maintenant, on va s'assurer de définir underscore winsock underscore deprecated underscore no underscore warnings avant toutes les inclusions. Car si nous ne faisons pas cela, nous aurons un avertissement. En effet, nous verrons que nous allons utiliser inet underscore adr qui, cette fonction, va pouvoir provoquer des problèmes de sécurité des threads, c'est-à-dire des processus. Alors nous faisons un define pour définir cette variable. Underscore win sock underscore deprecated underscore no warnings. On ne veut pas d'avertissement lors du build. No warnings. Alors de la même manière, on va s'assurer de définir CRT secure no warnings avant toutes les inclusions, encore une fois. Et si on ne fait pas cela, on aura également un avertissement parce que vous verrez qu'on va utiliser str4, donc pour la concaténation. Je l'expliquerai bien sûr lorsque nous en servirons, qui également peut provoquer des problèmes de sécurité. Define underscore CRT underscore secure underscore no underscore warnings. Finalement, c'est que de l'anglais pour l'instant. Alors maintenant qu'on a fait nos deux définitions de variables qui sont très importantes pour gérer les avertissements, donc la première liée à inetadr et la deuxième liée à str4, que nous aurons l'occasion donc de voir dans cette vidéo, eh bien nous allons inclure l'entête stdio.h. Alors stdio.h, c'est pourquoi, à votre avis? Je pense que vous avez la réponse, c'est pour Standard Input Output Header. Donc en-tête standard d'entrée-sortie, qui est en fait l'en-tête de la bibliothèque standard du C, déclarant les macros, les constantes et les définitions de fonctions utilisées dans les opérations d'entrée-sortie. Alors, ces fonctions sont extrêmement populaires et effectivement, on en aura donc besoin. Je vais mettre un peu d'ordre, hop. Voilà, donc un include stdio standard input output stdio.h. Alors nous utiliserons également la librairie stdlib.h, stdlib pour standard library, qui propose des fonctions pour répondre à différentes problématiques. Tout d'abord, cette librairie nous permettra de gérer la mémoire dynamiquement. Alors, il faut bien se souvenir qu'il y a une différence entre la mémoire dynamique et la mémoire statique. Dynamique, c'est-à-dire que, elle va pouvoir être allouée jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de l'allouer. Et on va pouvoir également la supprimer au fur et à mesure. Alors que statique, effectivement, là, c'est défini et c'est fait une fois pour toutes. Donc, effectivement, en allouant ou libérant de la mémoire dans le tas, donc le heap en anglais, que également nous aurons l'occasion de bien étudier en détail, la stack et le heap, très important, lorsque l'on fera des infections par ajout de code, par entrelacement de code, et ainsi de suite, dans le contexte de la virologie informatique. Alors cette librairie nous permettra aussi de pouvoir interagir avec le système d'exploitation sur lequel le programme s'exécute. Cette librairie propose aussi un certain nombre d'autres fonctions utilitaires pour les conversions entre types de données, des algorithmes, par exemple il existe des algorithmes de tri,
de recherche dichotomique, de génération de nombres pseudo-aléatoires, et ainsi de suite. D'autres possibilités. Alors, on fait un include stdlib.h. Puis maintenant, eh bien, on en a assez parlé quand même. Eh bien, rappelons qu'on va utiliser des sockets pour la communication, donc on va intégrer winsock2.h qui permet de gérer tout ce qui va toucher au socket Windows. Vous verrez que sur notre machine attaquante, sur notre machine Linux, on aura moins de choses à faire en ce qui concerne les sockets. Alors, include winsock 2.h. Voilà qui est fait. Ensuite, la macro de préprocesseur Win32Wint va être très important. Il va falloir la définir à un certain nombre. En fait, elle va spécifier la version minimale du système d'exploitation que notre code va prendre en charge. Alors on va faire un define. Define underscore win 32 underscore wint. Et là, il va falloir lui mettre une valeur. Et bien en fait, c'est 0x0500 qui va permettre de gérer les versions depuis Windows 2000. Donc en fait, notre serveur.c va pouvoir prendre en compte, donc gérer les versions depuis Windows 2000. Depuis Windows 2000, si vous vous rappelez bien, après Windows 2000, on a eu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, qui est à mettre à part, Windows 10 et enfin maintenant Windows 11. Et rappelez-vous, ce sera Windows 10 notre machine cible. Alors 0x0500. Voilà, enfin on va inclure Windows.h, qui est en fait un fichier d'entête spécifique à Windows pour les langages de programmation C et C++, qui contient les déclarations pour toutes les fonctions de l'API Windows, toutes les macros courantes utilisées par les programmeurs Windows et tous les types de données utilisés par les différentes fonctions et sous-systèmes. Alors, définit un très grand nombre de fonctions spécifiques à Windows qui peuvent être utilisées en C. D'ailleurs, l'API Win32 peut être ajoutée à un projet de programmation C en incluant le fichier d'entête windows.h et en se liant aux bibliothèques appropriées. Pour utiliser les fonctions qui sont dans une librairie dynamique sur Windows, donc DLL, eh bien, le programme doit être lié à une librairie statique .lib. Comme ici, c'est pour ça qu'on l'a mis ici en fait. Alors, on fait notre include windows.h. Voilà qui est fait pour nos includes. Maintenant, on va donner les différentes informations donc, sur le client. Alors ici, nous sommes sur le serveur, mais rappelez-vous, nous sommes les attaquants et on veut donner des informations sur le client pour que le serveur se connecte automatiquement au client. Alors on va définir un port assez élevé pour qu'il n'y ait pas de problème avec des ports déjà utilisés. Par exemple, on va définir une variable port à 50 000. Et ensuite, on va définir l'adresse IP du module client qui sera installé sur la machine attaquante. Donc c'est le serveur, rappelez-vous, le serveur qui va automatiquement se connecter au client. Et le serveur a besoin de connaître l'adresse du client. Donc on fait un define client. Et là, ici, on va mettre l'adresse IP. Effectivement, le serveur a besoin de connaître l'adresse du client. Et comme ce sont nous sommes les attaquants
qui programmons le module serveur, eh bien, nous trouvons facilement notre adresse d'attaquant à l'aide d'un ifconfig sur notre machine attaquante, Kali. Et d'ailleurs, si vous faites un ifconfig, eh bien, sur votre machine attaquante, elle se trouvera dans inet. Alors, pour le moment, je vais mettre, c'est normalement 192. Si je ne me trompe pas. Hop, alors on va lancer VMware pour aller vérifier. Hop. Hop. Et ici, on va juste faire un ifconfig. Et c'est ce qui va se trouver ici dans le inet. Donc moi, c'est bien ce qui se trouve ici. Voilà. Hop. Je ferme ça. Tac. On va appeler ultérieurement. C'était pas 192. Effectivement, je suis en filaire. Il n'a pas voulu mettre, mince. Bon alors, c'était 172.1. Eh bien, ainsi de suite. Hein, je le rajouterai entre les deux vidéos. Donc, vous mettez ce que vous avez récupéré dans le ifconfig de votre machine attaquante à l'endroit inet. Alors, maintenant que ceci est fait, pardon, eh bien, on va pouvoir passer à la fonction principale. Alors là, effectivement, je ne l'ai pas fini. Hein. Bon, disons, après, sinon, je pourrais faire un sudo eth0 et mettre l'adresse que je souhaite. Donc, je vais mettre, par exemple, allez, 192.168.0.27. Car effectivement, on peut mettre l'adresse que l'on souhaite. Bien sûr en local, hein, parce qu'on reste en local pour ne pas faire de victimes supplémentaires. Le but, c'est de tester après. Libre à vous d'en faire ce que vous voudrez. Alors, on va passer à la fonction principale, alors qui retournera un entier, donc on met un int pour integer. Ensuite, main, c'est la fonction principale. Et elle ne prendra pas de paramètres, donc void. Si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'on avait fait dans notre fork bomb. Alors maintenant, on va devoir créer une structure, window, pour la console. Alors, HWND, et on peut l'appeler par exemple fenêtre égale get, c'est une fonction console window, afin d'obtenir la console, mais nous, rappelez-vous, on n'a pas envie qu'elle se voie, donc on va vouloir cacher la console au lancement, et pour ce faire, on va utiliser les fonctions show window fenêtre, show window fenêtre, oui tout à fait, et là on va directement minimize, donc la minimiser, sw_minimize, ça sont des paramètres qui sont définis dans la librairie automatiquement de Windows. Hop, point virgule. Oups. Et enfin, show. Non. Show window de fenêtre. Et après l'avoir minimisé, on la cache entièrement. sw_hide. Alors maintenant que cela est fait, on va devoir créer, pour pouvoir créer l'objet socket, on va avoir besoin de la structure WSA data qui va contenir des informations sur l'implémentation des Windows sockets.
Effectivement, je vous l'ai dit, hein, sur Windows, c'est un peu plus embêtant que sur des machines Linux ou des machines Unix. Alors pour ce faire, donc, on va créer l'objet WSA Data, qu'on peut par exemple appeler WSA Data, mais cette fois-ci avec des minuscules, parce qu'effectivement tout est sensible à la casse. Ensuite, nous allons créer une variable erreur à l'aide de la fonction WSA Startup, qui va servir à initialiser la bibliothèque WinSock. Et afin de l'initialiser, nous allons appeler cette variable donc erreur, car si tout s'est bien passé, alors la fonction WSA Startup retourne la valeur 0. Alors, int error, si tout se passe bien, elle va retourner 0. WSA star ne passe pas startup. Alors WSA startup à prendre plusieurs arguments. Alors pour le premier argument de la fonction WSA startup, on va avoir besoin de la version de la bibliothèque WinSock que nous souhaitons utiliser. Rappelez-vous, on veut utiliser la version 2. Hop, c'est ici. Je fais un CTRL S, hop. C'est la version 2 qu'on veut utiliser. Cependant, on va avoir besoin de la macro makeWord afin de transformer les deux entiers, donc les deux entiers d'un octet qui lui sont passés en paramètres en un seul entier de 2 octets. Et cet entier servira à renseigner la bibliothèque sur la version que nous souhaitons utiliser. Ici, la version 2. C'est pourquoi on va utiliser donc la fonction makeWord, donc qui prend en premier 2, donc l'entier 2, et il faut le transformer en 2 octets. C'est ainsi qu'il faut utiliser WSA Startup. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de librairie de Windows, et c'est ainsi qu'il faut l'utiliser. Pour le premier argument. Ensuite, pour le deuxième argument, eh bien, pardon, il faudra un pointeur vers la structure de données WSA Data qui doit recevoir les détails de l'implémentation de Windows Socket, des Windows Socket. Donc rappelez-vous, on l'a appelé WSA Data. Donc, comme c'est un pointeur, on va mettre un end WSA Data. Voilà, on a créé notre entier erreur. Alors maintenant, pour la création de l'objet socket, nous avons besoin de la déclarer avec le type socket. Alors pour ce faire donc, socket, on peut l'appeler par exemple sock. Une fois que nous avons, donc là on l'a déclaré, on n'a fait que la déclarer, on ne l'a pas implémenté. Une fois que nous avons déclaré cette socket, et une fois que nous l'aurons aussi créée, eh bien nous devrons la paramétrer. Alors, pour cela, on va devoir déclarer une structure de type sock_add_in qui va nous permettre de configurer la connexion. C'est ce qu'on appelle le contexte d'adressage. Alors, sock_add_in, et on peut l'appeler, c'est souvent appelé comme ça. Vous verrez quand vous ferez beaucoup de sockets, vous verrez qu'on l'appelle souvent SYN pour, pour la structure, justement, la structure en lien avec cette socket. Alors on va également déclarer un tableau de caractères pour les commandes qu'on va désirer envoyer et recevoir, hein, bien sûr. Alors char, donc c'est effectivement un tableau de caractères, donc char buffer, et on peut mettre 199 égale. Bien, pour l'instant, elle est vide. Alors effectivement, là, vous pouvez constater que c'est pas terrible pour les dépassements de mémoire tampon,
Et encore une fois, c'est notre programme à nous qui est malveillant, donc il ne sera pas exploitable. Alors maintenant, rappelez-vous, on a défini notre fonction erreur pour voir si on arrivait bien à démarrer et mettre WinSock. Donc démarrer la librairie et se mettre sur la structure WSA Data. Eh bien, hop, on va faire un if s'il n'y a pas d'erreur, if non erreur. Donc s'il n'y a pas d'erreur, alors, eh bien, nous pouvons maintenant créer la socket à l'aide de la fonction socket. Alors, rappelez-vous, on l'a déclaré comme s'appelant sock et on la crée à l'aide de la fonction socket. Alors, le premier paramètre, ça va être le paramètre domain qui représente la famille de protocoles utilisés. Ici, nous lui donnerons la valeur AF_inet car en fait, nous utiliserons le protocole TCP/IP. Donc c'est ainsi qu'on utilise donc ce paramètre AF_inet. Le deuxième paramètre est quant à lui le paramètre type qui nous permet d'indiquer le type de service. Alors, étant donné qu'on utilise le protocole TCP/IP, on va lui donner la valeur sockstream en rapport avec un flux. Alors, sockstream. Et enfin, pour le dernier paramètre, qui est le paramètre protocole, nous le mettons à 0 car nous utilisons la suite TCP/IP. Donc en fait, il est inutile et nous le mettrons toujours à 0 lorsque nous utiliserons TCP/IP. Voilà qui est fait. Donc nous avons créé notre socket. Alors finalement, cet appel va se traduire par une socket de flux, comme je disais, sockstream, avec le protocole TCP pour fournir la communication. Maintenant, on va passer à la configuration de la connexion. Maintenant que nous avons déclaré et créé la socket, eh bien, nous allons la paramétrer en utilisant, rappelez-vous, la structure SYN de type sockaddr_in. Alors, tout d'abord, on va avoir besoin de l'adresse IP donnée. Alors, faire donc SYN, qui, rappelez-vous, contient toutes les informations sur la socket. Et on va lui mettre, donc, là, il faut ajouter les paramètres, SYN addr. .s_addr. Et là, ici, on récupère bien, l'adresse IP pour la socket à l'aide de la fonction, rappelez-vous, on a parlé inetAddr. Et c'est bien client. C'est cette adresse, effectivement. Alors, ensuite, comme nous utilisons TCP/IP, on va mettre SYN_family à AF_inet. Pour encore une fois préciser qu'on utilise bien, TCP/IP. Donc SYN.SYN_family est égal à AF_inet. Enfin, il faut aussi le port, donc SYN_port, qui sera égal à la valeur retournée par la fonction hashtons, qui prend comme paramètre le port utilisé qui se trouve dans la variable port. Rappelez-vous, dans port, on avait mis 50 000. Ouais. Alors, SYN.SYN_port égale à hashtons, qui est une fonction qui permet de transformer le port, l'integer, en valeur acceptable pour cet attribut SYN_port. Alors maintenant, on va utiliser une condition if pour vérifier que nous arrivons à nous connecter. Alors, pour établir la connexion avec le client,
on va utiliser la fonction connect. On va voir ce qu'elle prend comme paramètre. Donc on va faire un if. On va voir si cette fonction connect est différente de socket error. Alors elle prend comme paramètre tout d'abord eh bien, notre socket soc. Ensuite, hop, pardon. Donc, oui, je disais. Alors, elle prend notre socket, puis l'IP à laquelle on se connecte. Alors, en fait, elle a besoin de récupérer beaucoup d'informations. La fonction a besoin d'un pointeur sur une structure qu'on appelle soc_adr. Mais en fait, on ne dispose pas de cette structure soc_adr. Comme on ne dispose que d'une structure soc_adr_in, on va devoir faire un cast pour éviter d'avoir une erreur. Alors vous vous souvenez, quand on fait un cast, on dit par exemple 17,5 égale int et ainsi de suite. Int la variable, a égale int b, si b par exemple était un flottant. Donc en fait on va faire un cast, on va caster ça en soc_adr. Soc_adr c'est un pointeur sur un pointeur qui, rappelez-vous, le pointeur était sin. Alors maintenant qu'on a fait notre cast et donc qu'on a pu récupérer une structure soc_adr à partir d'une structure soc_adr_in, dans le but d'éviter d'avoir des erreurs, eh bien le dernier paramètre c'est la taille mémoire occupée par le contexte d'adressage. De ce fait, on va utiliser un sizeof de notre structure soc_adr_in. Voilà, sizeof. Et notre structure soc_adr_in, souvenez-vous, elle s'appelle sin. Et comme je l'avais dit, on vérifie si cela est différent de socket error. Parce que c'est ce que ça retournera en cas d'erreur. Socket score error. Alors si ce n'est pas le cas, eh bien on peut rentrer dans le if. Donc ça veut dire que la connexion est active. Donc en fait, si ce n'est pas le cas, tant que la socket est active et tant que l'on reçoit une requête à l'aide de la fonction receive, qui reçoit ce que la fonction send du programme installé sur la machine attaquante a envoyé sous forme de tableau char, eh bien on va pouvoir continuer. Donc je vais quand même écrire le while. Donc while la fonction receive, tant que je reçois sur la socket soc dans le buffer, la chaîne de caractères, donc c'était 999, et ensuite 0, alors je vais expliquer quand même les... 999, 0, je vais quand même expliquer les différents paramètres, et que cela est différent encore une fois d'une erreur socket. Alors, je vais quand même préciser, hein. Je précise donc, tant que la socket est active et tant que l'on reçoit une requête à l'aide de la fonction receive, qui reçoit ce que la fonction send du programme installé sur la machine attaquante a envoyé sous forme de tableau de char, eh bien, on va pouvoir continuer. Alors, précisons que la fonction retourne socket underscore error en cas d'erreur. Ça, c'est ce qu'on commence à comprendre. Sinon, elle retourne en fait le nombre d'octets lus. Alors, le premier paramètre représente la socket, soc, qui est destiné à attendre un message. Le deuxième paramètre représente un pointeur, donc un tableau, dans lequel résideront les informations à recevoir, c'est buffer. Et le troisième paramètre indique le nombre d'octets à lire. Donc souvenez-vous, on avait dit 999. Voilà, ici, 999. Et enfin, le dernier paramètre correspond au type d'envoi.
Et comme il nous est inutile, ici, nous le mettrons à 0, puisque rappelez-vous, on est sur du TCP/IP. Alors, tant qu'on reçoit des informations et que tout se passe bien, eh bien, on va créer un process FP, donc plus communément un fichier, avec file étoile FP. On va créer un tableau de chaîne de caractères, donc une chaîne de caractères PAF, par exemple, appelons-la PAF. 999, toujours. On va ensuite exécuter la commande contenue dans le buffer. Si vous rappelez-vous, en fait, on a récupéré à l'aide de receive les informations envoyées par le client et on les a stockées dans buffer. Donc, pour pouvoir exécuter la commande contenue dans le buffer, on va devoir utiliser underscore popen plutôt que système afin de récupérer l'output. Alors, on va faire fp égale underscore p open du buffer en mode read. On va juste lire donc read R. Donc cette commande permet de lancer un process avec la chaîne de caractères envoyée par le client pour récupérer le stdout. Donc ce qui est en sortie. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser le buffer qu'on a utilisé, donc buffer, le buffer. Et on va même lui ajouter un nombre de caractères plus important. Char buffer 999 999, c'est au cas où pour les réponses. Voilà. Alors, encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est ce dont je vous avais parlé au début. Ici, on gère très mal la mémoire et surtout, on ne gère pas les éventuels buffer overflow. Alors, c'est facilement corrigible à l'aide de std 2.2.string en langage C++. Alors, il est à noter aussi, on en parlera, mais notez-le quelque part, c'est que EOF, qui est le end of file, est une condition dans un système d'exploitation informatique qui va indiquer qu'aucune donnée supplémentaire ne peut être lue depuis une source de données. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on va faire des -1, et en fait, c'est lié à ce end of file, ce caractère qui nous permet de dire que plus aucune donnée ne pourra être lue. Alors, ensuite, on va faire une boucle avec un fget. On est toujours dans notre while, mais on fait une nouvelle boucle. Ça fait beaucoup de boucles imbriquées, effectivement, pour calculer la complexité algorithmique. Si ça en intéresse certains, vous pouvez me l'envoyer. Alors, while fgets, donc on va faire une boucle avec un fgets pour récupérer le résultat de retour et le stocker dans un premier argument qui sera donc PAF. Donc on va le stocker dans PAF. Parce qu'effectivement, fgets s'utilise de cette manière-là. C'est char étoile fgets qui prend paramètre char étoile string, ensuite un entier, le maximum de la taille, et enfin le flux. Alors, fgets effectivement permet de lire et de récupérer le contenu d'une chaîne de caractères à partir d'un flux. Alors, avec la fonction fgets, il va être possible de sécuriser la copie des caractères qui sont constitutifs de la chaîne en spécifiant une taille maximale à lire. Ainsi, si la chaîne lue est plus longue que le buffer de réception, il n'y aura aucun dépassement en mémoire qui ne sera effectué. Et il est à noter que le nombre de caractères pouvant être lus sera au maximum de, maximum de la taille -1. Car effectivement, un caractère anti/0 sera systématiquement ajouté en fin de chaîne. Et si un caractère de fin de flux, donc comme je vous disais, end of file, de bien le noter, ou un caractère de fin de ligne est rencontré, la lecture sera stoppée. C'est pour ça qu'on mettra un -1. Alors, while fgets path, size of the path, -1, comme on vient de l'expliquer. Et ça nous vient du flux fp.
eh bien si ça, c'est différent de nul, de null, tant que c'est différent de null, donc en fait on va tout récupérer, eh bien on va concaténer chaque ligne de retour dans le tableau buffer, on va se resservir de buffer, et on va utiliser str4. Alors str4 en fait ça s'utilise de cette manière-là. str4, alors là je vais mettre buffer et paf. Rappelez-vous, on a tout stocké dans paf maintenant, buffer on n'y a plus rien, hein, on l'a remis à 0. On a tout stocké dans paf. Et bien là en fait, buffer c'est la destination, le premier argument est la destination, et le second argument c'est la source. Donc cette fonction va permettre de rajouter à une chaîne de caractères déjà existante le contenu d'une seconde. Donc on va rajouter à buffer eh bien, le contenu de paf. Donc, autrement dit, ça permet de concaténer les contenus de deux chaînes de caractères, mais le résultat sera stocké dans la première chaîne passée en paramètres. Et aucune nouvelle chaîne ne sera produite. Alors bien entendu, c'est quand même important de le dire, le bloc de mémoire qui doit recevoir le contenu à concaténer doit être alloué de manière à être suffisamment grand pour contenir la totalité des deux chaînes de caractères. C'est pour ça que j'ai mis buffer à 9999 pour être sûr. Donc voilà, en fait, on met dans buffer ce qu'on a récupéré de PAF, qu'on a récupéré de FP en fait. Alors, maintenant que cela est fait, on va renvoyer le résultat. Alors, pour ce faire, on va utiliser la fonction send. Send. Donc, la fonction send, elle va retourner socket error, encore une fois, en cas d'erreur. Sinon, elle va retourner le nombre d'octets envoyés. Alors, le premier paramètre va représenter la socket destinée à recevoir le message. Donc, rappelez-vous, c'est sock. Je vais appeler sock. Le deuxième représente un pointeur, donc un tableau, par exemple, dans lequel figureront nos informations à transmettre. Donc, rappelez-vous qu'on a tout mis avec la ligne précédente, avec le str4, dans buffer. Donc, buffer. Ensuite, le troisième paramètre indique le nombre d'octets à lire. Donc pour ce faire, on va faire un string length, str len de buffer, et on va ajouter plus 1 pour au cas où la chaîne de fin de caractère, qui ici n'est pas un problème, qui est même plutôt importante. Ensuite, le dernier paramètre correspond au type d'envoi. Alors, encore une fois, on est sur du TCP/IP, donc il nous est inutile. On le mettra donc à 0 pour avoir un envoi normal. Voilà, 0. Alors maintenant, on va fermer le process à l'aide de underscore p close fp point virgule. Alors surtout ne jamais oublier les points virgules. Hein. On sait, bon, de toute manière, vous aurez des alertes. C'est le genre de choses hein, quand on fait de la programmation qui peut être embêtant. C'est l'oubli d'un point virgule, d'une accolade ou autre. Alors maintenant, ici, hop, j'étais dans... D'accord. Et bien ici, je vais pouvoir fermer la connexion, donc faire un close socket qui va permettre de fermer la socket sock qu'on avait créée. Hop. Puis on va simplement bien, libérer les ressources allouées par, rappelez-vous, la fonction WSA startup. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction WSA cleanup. Donc WSA cleanup. Alors voilà qui est fait. Et maintenant, rappelez-vous,
c'était une fonction main qui devait retourner un entier. Eh bien, on va retourner, par exemple, on va faire un return 0 par exemple, pour dire de ne pas avoir d'erreur à la compilation. Alors voilà pour le serveur.c. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, surtout, hein, vous pouvez m'envoyer des messages. J'espère que là, vous avez pu beaucoup mieux voir par rapport aux à la précédente vidéo, hein, sur le même sujet. Donc que j'ai refait de manière la plus rapide possible après avoir reçu un message. Maintenant, j'aimerais dire qu'avant de passer à la programmation de client.py, donc dans la vidéo suivante, on peut faire la remarque suivante, c'est que le problème que l'on pourrait régler, c'est que chaque commande est exécutée dans un process différent. Comme vous l'avez vu, à chaque fois, on a créé un process FP. Donc, on n'a pas vraiment de continuité dans les différentes commandes qu'on effectue sur la machine victime, c'est-à-dire dans le module serveur. Alors, ça ne pose pas de réel problème, finalement. Mais il y a une possibilité pour contourner ce problème, ce qui serait d'envoyer plusieurs commandes dans un fichier, puis d'exécuter le script. Alors je vous invite, une fois que vous aurez bien cerné tout ça, à vous amuser à le réaliser et à m'envoyer vos solutions afin que je corrige si besoin et surtout si vous le désirez. Alors maintenant que cela est fait, passons à la programmation de client.py pour notre machine attaquante. Alors, de la même manière que précédemment, nous allons programmer notre module client, mais cette fois-ci directement sur notre machine attaquante. Donc je vous invite à lancer votre machine virtuelle Kali Linux. Alors, nous allons faire un VI client.py, py. Ensuite, rappelez-vous, échappe i pour insertion, comme ça on peut écrire ce que l'on veut, voilà. Alors, tout d'abord, on va préciser à notre système que l'on a affaire à un fichier Python en ajoutant la ligne suivante. Donc, dièse, sharp, tout ce que vous voulez, point d'exclamation, user, slash, bin, slash, environment, donc env, Python. Ensuite, afin de gérer l'encodage des caractères accentués au travers du tunnel socket, nous allons ajouter un encodage UTF-8. Donc, sharp, coding, UTF-8. Ensuite, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que lorsqu'on est sur Windows. Alors ensuite, nous importons la librairie socket et la librairie system, donc 6. Pour ce faire, nous faisons un import socket et import 6. Ensuite, on va créer un objet socket de la même manière que précédemment. Alors, le premier paramètre, donc, tout d'abord, je vais appeler client socket est égal à alors, socket. C'est un objet socket auquel on applique, parce que, alors attention, le Python c'est de la programmation orientée objet, donc là c'est un objet socket auquel on va appliquer, finalement en fait c'est lié à la librairie, auquel on va appliquer la fonction socket, qui va prendre comme premier paramètre le paramètre domain, qui représente la famille de protocoles utilisés. Alors on va lui donner encore une fois la valeur AF_inet, car nous utilisons le protocole TCP/IP. Donc socket.af_inet. Ensuite, le deuxième paramètre est le paramètre type, qui nous permet d'indiquer le type de service. Alors, étant donné que l'on utilise le protocole TCP/IP, on va lui donner la valeur sockstream. Socket.sock
underscore stream. C'est finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait sur Windows. Maintenant, nous allons renseigner les informations eh bien, telles que le port. Alors, effectivement, donc, du serveur. Hein. Donc, finalement, il n'y aura que le port. Donc, le port, rappelez-vous, on l'avait mis à 50 000. Égal à 50 000. 3. Et uniquement le port. Parce qu'effectivement, pour l'adresse, nous mettrons une chaîne de caractères vide afin d'autoriser toutes les connexions entrantes. De cette manière, toutes les machines infectées par le module serveur pourront se connecter à notre client.py, donc à notre machine attaquante, et on aura donc accès à toutes ces machines infectées. Alors, nous allons démarrer notre connexion socket afin d'écouter les requêtes. Et pour ce faire, nous allons utiliser la fonction bind qui, client-socket.bind qui va prendre en paramètre, donc elle permet d'écouter les requêtes. Alors, elle va prendre en paramètre, premier paramètre, l'adresse IP. Donc, rappelez-vous, on prend toutes les adresses IP, donc on ne le précise pas. Et en second paramètre, eh bien, le port. Donc, une chaîne de caractères vide. Et en deuxième, le port. Décidément, hop, voilà. Voilà. Maintenant, nous écoutons sur la socket, donc client socket, à l'aide de listen. Et on va mettre en paramètre le nombre maximal de connexions pouvant être mises en attente. Alors on peut le mettre au nombre que l'on veut. On peut le mettre par exemple à 5. Alors client socket.listen. Donc comme ça, on peut mettre 5 machines en attente. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on va indiquer que eh bien, le client démarre et qu'il écoute sur le port 50 000. Alors rappelez-vous que là, on est sur notre machine attaquante, donc ça va se lancer sur notre machine attaquante, donc on peut se donner des informations, ce qui va pouvoir nous aider. Alors, print, par exemple, le serveur démarre. Serveur démarre et écoute sur le port espace plus. Alors là, il faut transformer en string, donc en chaîne de caractères, eh bien l'entier port. Donc str port, c'est du casting. On cast. Voilà qui est fait. Alors maintenant, tant que la connexion est active, enfin tant que la connexion socket est active, donc while 1, while true, eh bien nous réceptionnons une requête du client à l'aide de la fonction accept. Et pour ce faire, on va faire donc serveur, enfin une requête du client, une requête du serveur, pardon. Serveur socket ainsi que l'adresse. Donc on va le noter à l'anglaise, adresse égale à client socket .accept. De cette manière, en fait, on va pouvoir récupérer, eh bien, l'adresse IP du serveur, donc du module serveur qui se connecte à nous, ainsi que sa socket. Puisque rappelez-vous, on l'a programmé pour qu'il se connecte à nous. On avait bien mis notre adresse IP à nous, donc de l'attaquant, dans le module serveur. Alors, maintenant, on peut se mettre des informations, print, nouvelle connexion à partir, eh bien, de l'adresse IP, à partir de l'adresse IP, donc adresse, qu'on a récupérée grâce à la fonction accept.
plus str. Encore une fois, on transforme ça en string. Parce que, effectivement, l'adresse, c'est de l'integer. Donc, plus str address. Et ensuite, on indique qu'on va envoyer des commandes. Print envoi de commandes. Alors, rappelez-vous, hein, ça, ce sera sur notre machine attaquante. Donc, on peut écrire toutes les informations que l'on souhaite. Il n'y a aucun problème. C'est tout simplement pour nous aider. Alors maintenant, tant que le client est connecté, on va pouvoir envoyer des commandes. On va donc faire un while true, while 1. Bien, tant que c'est vrai, alors pour l'envoi de la commande, on va caster la commande en string. On va l'appeler par exemple la commande, donc une requête, donc R égale str, donc on la caste en string. Eh bien, c'est 6, c'est là qu'on a besoin de la librairie système, 6.stdin, donc, une entrée, un input, et on va faire readline. On va lire les lignes de cette entrée. Pourquoi on utilise la méthode readline. Puis, on va envoyer au client la commande à l'aide de send, au serveur la commande à l'aide de send qui va envoyer les données sous forme de tableau de char. Donc, eh bien, serveur socket, au serveur, on va lui envoyer la commande serveur socket. Parce que là, effectivement, on lit ce qu'on a tapé. Ici, on lit ce qu'on a tapé. Eh bien, sur notre terminal, et ceci va être envoyé au serveur par l'intermédiaire de la socket serveur socket. Send, et on l'envoie sous forme de tableau de char. Mais attention, il faut l'encoder. Donc cette requête, on doit lui appliquer la fonction, la méthode encode pour l'encoder, afin qu'elle gère bien, tout ce qui va être accent et autres, tout ce qui n'est pas géré par l'ASCII. Puis, on va réceptionner le résultat à l'aide de receive. On l'avait déjà utilisé sur Windows, qui lui va recevoir ce que la fonction send du programme installé sur la machine cible, la machine victime, sous forme de tableau de char. Alors, on réutilise par exemple R égale donc serveur socket .receive, la méthode receive, et 9999 comme on avait mis sur Windows. Et maintenant, on va réencoder en UTF-8 avec le flag errors égale ignore, car effectivement certains caractères peuvent gêner. Et donc il va falloir effectivement ignorer ces caractères gênants, parce qu'effectivement l'UTF-8 ce n'est pas non plus tous les caractères du monde. Si on prend par exemple le langage portugais, le langage cyrillique ou autre, eh bien ce ne sera pas géré. Donc on va l'appeler client answer pour la réponse du client. Answer égale à, on fait un cast str, donc string r.decode. Cette fois-ci on la décode, on ne l'encode pas, on la décode en UTF-8, et on va ignorer les erreurs à l'aide de errors égale ignore. Voilà qui est fait. Et enfin, tout simplement,
on a déjà fini. On va afficher la réponse du client. Comme ça, par exemple, si on a fait un dir, si on a envoyé un dir, donc en PowerShell qui nous permet d'afficher ce qui est contenu dans le dossier courant, eh bien, on pourra l'afficher sur notre machine à nous, sans bien sûr avoir accès à la machine distante de manière physique. Alors, print, toujours un cast de str client answer. Et là, on va mettre un retour à la ligne pour les prochaines commandes. Alors voilà, c'est ça le problème, c'est que eh bien, si il y a un problème, c'est que c'est le clavier Mac. Donc on va taper anti-slash et on va aller le copier. Désolé, parce que effectivement, c'est ça qu'on veut copier. Alors, effectivement, désolé, je suis à Hong Kong là. Enfin, moi je ne suis pas à Hong Kong. Hein. C'est pas moi. Plus anti-slash n. Donc pour le retour à la ligne. De cette manière, eh bien pour les commandes suivantes, on sera eh bien au début d'une nouvelle ligne. Alors voilà qui est fait. Donc là maintenant vous pouvez faire un échappe 2.x et on peut faire un cat de client.py pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Hop, ça c'est bon, hein, comme on l'a dit, c'est pour expliquer qu'on a affaire à un fichier Python. On ajoute cette ligne. Là c'est pour l'encodage en UTF-8. Là c'est pour importer la librairie socket, la librairie système. Ensuite, on crée l'objet socket, donc l'objet client socket à l'aide de la fonction socket de la librairie socket, en précisant pardon, que c'est le protocole TCP/IP, et le deuxième paramètre qui lui nous permet d'indiquer le type de service, donc c'est sockstream puisque on est sur du TCP/IP. Ensuite le port, on se met sur le même port, donc 50 000. Ensuite bind afin d'écouter les requêtes sur toutes les adresses IP qui vont eh bien, se connecter au client et sur le port, donc le port 50 000 porte. Et on peut en écouter jusqu'à 5, c'est-à-dire qu'on mettra sur file d'attente, on en mettra 5 en file d'attente. Ensuite, on s'affiche un petit serveur démarré, écoute sur le port str port, donc écoute sur le port 50 000. Ensuite, tant que la connexion est correcte, eh bien, on récupère la socket serveur et l'adresse justement du serveur qui se connecte à nous à l'aide de la fonction accept en l'acceptant. Et justement, ensuite, on s'affiche à nous nouvelle connexion à partir de cette adresse IP, donc l'adresse IP du module serveur, donc de la machine victime qui se connecte à nous. Puis on indique qu'on va envoyer des commandes. Et pour ce faire, hop, eh bien, tant que c'est vrai, on va pouvoir faire des requêtes en les castant, donc en ayant des strings, des chaînes de caractères, et en utilisant des entrées stdin. On va faire lire à l'aide de readline, et tout ça on va le stocker dans R. Et ensuite on va utiliser la fonction send pour envoyer à travers la socket server socket, eh bien la requête, donc R, qu'on aura rentré nous à la main. Readline, ça veut dire qu'on va rentrer à la main et donc que ça va être enregistré. Et on va l'encoder. Ensuite, on crée une nouvelle requête, la requête de retour, donc serversocket.receive 9999. Et là, on prend la réponse du serveur d'ailleurs. Hein, j'ai mis client, mais c'est serveur. Et on la décode en UTF-8 et on ignore les erreurs. Et finalement, on affiche donc
puisque le serveur, la réponse du serveur, hein, j'ai mis client, c'était un mauvais réflexe, la réponse du serveur, puis ensuite on passe une ligne pour pouvoir envoyer d'autres commandes. Voilà pour cette partie, donc là on va passer bien, à la compilation du module serveur et à la démonstration de ce que va faire bien, notre cheval de Troie. Voilà, à tout de suite. Alors, nous voilà ici sur ma machine virtuelle, donc sur la machine cible qui est une machine Windows 10. J'ai mis notre code source sur cette machine et j'ai ouvert Visual Studio 2019. Nous allons donc pouvoir créer un projet vide. Voilà. Et nous allons l'appeler serveur créé. Donc c'est un projet vide C++, puisque bon, c'est du C++. Et maintenant, il faut ajouter dans les fichiers sources un élément existant qui s'avère être notre fichier serveur.c que j'ai mis dans le bureau. Serveur.c, je l'ajoute. Voilà. Et donc, oui, je me permets de vous dire que j'ai corrigé. J'avais fait Get Console Windows, et c'est bien Get Console Window, puisque c'est Window pour fenêtre, et ça n'a rien à voir avec, avec Windows. Visiblement, il y a deux autres erreurs. Alors, pourquoi PAF? D'accord, très bien. Effectivement, il ne reconnaît pas le petit PAF, parce que j'ai oublié un point-virgule derrière la création de notre process FP. Voilà, donc les erreurs sont réglées. On fait un CTRL S. On va se mettre en release x86 pour l'architecture et on va générer la solution. Voilà, donc la génération a réussi. Alors maintenant que la génération a réussi, donc le build est correct, on doit avoir notre binaire. Donc voilà, il se situe dans serveur, on va dans release et on a notre binaire serveur. Je vais le copier et le mettre sur le bureau. Et je vais peut-être vous faire remarquer que effectivement ici notre serveur, personne n'ira le télécharger et mettre ce binaire sur son ordinateur, puisque on n'a pas fait cette étape, c'est-à-dire l'étape de le rendre en apparence inoffensif, c'est-à-dire de le cacher dans un programme qui pourrait être un programme comme un jeu vidéo par exemple, ou tout autre type de logiciel. Alors maintenant que cela est fait, nous allons passer sur la machine attaquante, et pour ce faire je vais vous mettre les deux machines, donc la machine attaquante d'un côté et cette machine victime que vous voyez ici d'un autre côté, pour que vous puissiez voir les deux et voir comment cela va fonctionner pour l'envoi de commandes, la récupération de données et ainsi de suite. Alors voici les deux machines. Donc ici nous avons la machine attaquante qui est une machine Kali Linux, donc un OS basé sur Debian, et ici la machine victime qui est une machine Windows. Tout d'abord, dans la machine attaquante, nous lançons un terminal, on fait un sudo su pour passer en mode super utilisateur. Voilà, nous sommes super utilisateur. Maintenant, on se rend dans le dossier média et SF
underscore M29 folder. Nous faisons un ls et ici nous trouvons notre client.py que l'on démarre. Voilà, donc il est démarré et il écoute sur le port 50 000. Maintenant, sur notre machine victime, au moment où la victime lance cette application que nous avons nommée serveur et qui est normalement dissimulée dans une application en apparence inoffensive comme un jeu, et bien une fois lancée, voilà, nous avons sur la machine attaquante qu'il y a une nouvelle connexion à partir de cette adresse IP qui est l'adresse IP de cette machine victime. Maintenant, l'attaquant va pouvoir envoyer des commandes. On peut par exemple lancer des applications sur la machine victime. Par exemple, la calculatrice avec un calc.exe. Donc ça va ouvrir une calculatrice, voilà, chez la victime. On peut également ouvrir une page web en faisant un start https google.com. Voilà, ça ouvre donc ce que l'on a demandé, donc tout simplement google.com. Ensuite, grâce à PowerShell, on peut également télécharger des fichiers depuis n'importe où sur Internet et les exécuter sur la machine victime. Pour ce faire, on utilise PowerShell -command. Ensuite, invoke web request. Et on va nommer notre fichier de sortie comme on le souhaite. On pourrait le nommer par exemple, je ne sais pas moi, disons virtualbox.exe. Donc lorsqu'il va apparaître chez la victime, il portera ce nom de virtualbox.exe. Et ensuite on met le site où on veut télécharger donc notre application. Ça peut très bien être un script, un zip, peu importe en fait, on peut le télécharger depuis n'importe où et il va s'installer sur la machine de la victime. Donc là je n'ai pas d'exemple, c'est pourquoi je vais tout simplement ne pas le faire. Et ensuite, une fois que cette commande aurait été lancée, on aurait fait un dir pour vérifier qu'il était bien présent. Donc là, on a sur notre bureau que serveur.c et serveur.exe, puisqu'on ne l'a pas fait. Mais c'était pour que vous sachiez que vous pouvez le faire. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu télécharger? Eh bien, on aurait pu télécharger un malware, donc un rançon logiciel, un keylogger, etc., que l'on aurait exécuté donc sans que notre victime le sache. Un keylogger, par exemple, pour récupérer l'ensemble de ce qui va être frappé au clavier. Et également, ce qu'on pourrait faire, donc on l'a vu avec cette commande dir, en fait, on peut afficher ce qui se trouve dans les dossiers et on peut également se promener dans les dossiers de la machine victime et ensuite récupérer sur notre machine attaquante les fichiers qui nous intéressent. Bref, disons-le, on a un accès total à la machine de la victime. Et par exemple, si on va sur la machine victime, donc on va fermer ça, puis ça, faisons simplement une analyse avec Microsoft Defender pour analyser ce fichier. Donc l'analyse a duré 1 seconde, un fichier analysé, 0 menace trouvée. Et si vous voulez même aller plus loin et vérifier si les antivirus détectent notre serveur comme un logiciel malveillant, eh bien vous pouvez aller sur le site VirusTotal et passer ce fichier sur VirusTotal et vous verrez, pour ma part je l'ai effectué et seulement 3 antivirus sur 69 le reconnaissent comme un logiciel potentiellement malveillant. Et il est important de noter que les grands antivirus que l'on connaît le plus, comme Norton, Kaspersky et autres, ne détectent pas cette application comme un logiciel malveillant. Alors ceci étant dit, pour conclure cette vidéo,
je vais tout simplement éteindre la machine de la victime, ce qui nous permettra de conclure cette vidéo avec un shutdown. Voilà, on éteint la machine de la victime.